Il y a actuellement une guerre culturelle terrible qui est mise en place, notamment aux États-Unis, mais pas seulement. Donc en fait, qualifier un événement de guerre civile, c'est déjà un peu un acte de pouvoir sur la situation. Donc il y a un doute sur les gens. Votre voisin peut vous tuer, un membre de votre famille peut vous tuer. Et l'héroïne passe un checkpoint, et il y a une militaire qui vient la voir et qui lui dit bah, « Qu'est-ce qu'il y a dans le sac ?» Et elle lui dit bah, « Si j'avais une bombe, je ne le mettrais pas dans le sac. » Et là, elle comprend qu'elle fait une énorme erreur, parce qu'évidemment, c'est surtout ce qu'il ne faut pas dire, il faut jouer le jeu. Donc la personne ouvre le sac, trouve un téléphone et dit « Mais c'est pas un émetteur, ça ?» Il ne faudrait pas que le rejet de la guerre civile entraîne une fossilisation des rapports de pouvoir dans une société donnée. Quentin, je suis historien spécialisé en histoire de l'Europe au XIXe siècle, et particulièrement sur les questions de pouvoir, d'État, d'État-nation, d'empire, de révolution, en essayant de croiser une approche très incarnée à hauteur d'individus, et en même temps en essayant d'ouvrir le questionnaire sur les empires, aussi à l'échelle globale. Voilà. À l'intersection des deux, j'essaie de réfléchir à ce qu'on peut entendre par tous les mots qu'on entend tous les jours. Démocratie, égalité, justice, conservatisme, progrès, voilà, une volonté de relire à l'aune de ces nouvelles perspectives ces notions-là du quotidien. D'où nous est venue l'idée, donc je l'ai fait avec un ami, on donne les noms de famille, ok, avec un ami qui s'appelle donc Jérémy Foa. L'idée, c'est qu'en fait, on était tous les deux travaillant sur des situations de guerre civile. Lui travaille sur la Saint-Barthélemy, moi sur la Commune de Paris, qui est une révolution doublée d'une guerre civile. Et puis on est amis, on se connaît depuis très longtemps, on échange, on a discuté beaucoup. En histoire, souvent, les historiens sont un peu fermés sur leur propre période. Moi, je pense qu'il faut faire exactement l'inverse. Donc lui tirait beaucoup de la discussion sur la commune, et moi je tirais beaucoup des discussions avec lui sur la Saint-Barthélemy. Donc à un moment, l'idée nous est venue de travailler ensemble sur cet objet guerre civile. Je veux dire que c'est surtout Jérémy qui avait suggéré cette perspective-là. Alors pourquoi le sujet, vous dites qu'il est un peu original? C'est assez juste. C'est parce qu'en fait, on a une définition de la guerre civile. C'est Jean-Clément Martin qui la donne dans le livre. Hein. C'est lorsque une communauté qui se pensait auparavant unie se disloque sous l'effet de groupes concurrents qui essayent de prendre le pouvoir ou d'exercer le fameux monopole de la violence physique légitime. Le problème, c'est que cette définition, en réalité, elle est un peu floue. Qu'est-ce qu'une communauté unie? Qu'est-ce qu'un groupe concurrent? Ça ne correspond jamais réellement aux situations qu'on observe. Et vous n'avez jamais de guerre civile toute seule, en fait. Très souvent, il y a des guerres internationales, il y a des mouvements révolutionnaires, il y a des insurrections. Et quand on observe les situations de terrain, en réalité, guerre civile, c'est aussi un enjeu de qualification de la situation. Donc les acteurs vont lutter entre eux pour dire ce qui est en train de se passer. Et guerre civile, c'est la qualification la plus péjorative. En fait, quand on accuse un groupe de faire une guerre civile, l'idée, c'est qu'il met à mal le vivre ensemble et la concorde. Donc, par exemple, si on prend la Révolution française, lorsque les révolutionnaires commencent à mettre en place une république en 1792, ils vont dire que tous ceux qui sont contre-révolutionnaires fomentent une guerre civile parce qu'ils vont à l'encontre de l'avenir de promesses d'égalité et de justice que promet la Révolution. Mais à l'inverse, les contre-révolutionnaires vont accuser les révolutionnaires de guerre civile parce qu'ils mettent en cause l'ordre et la stabilité que l'Ancien Régime était censé mettre en place. Donc en fait, qualifier un événement de guerre civile, c'est déjà un peu un acte de pouvoir sur la situation. Donc nous, il fallait qu'on se méfie de ça. L'approche qu'on a adoptée, c'est pour ça que vous la trouvez originale, ça n'était pas de dire qu'est-ce qu'est la guerre civile, mais qu'est-ce que fait la guerre civile aux sociétés. C'était ça l'argument, et notamment en insistant surtout sur l'expérience. Comment on vit en situation de guerre civile. Il y avait deux intérêts à ça. D'une part, ça donne une approche très incarnée. Ça résout la question de la définition. Dans le livre, on a à la fois des situations de désagrégation tellement lente qu'on aboutit à des situations où ce qui allait de soi ne va plus du tout de soi. C'est le cas de Karachi, par exemple, qui n'est pas objectivement une situation de guerre civile au sens où on l'entend, mais une guerre des gangs, une guerre avec la police qui est tellement intense depuis tellement longtemps avec tellement de morts, que l'idée d'un vivre ensemble est complètement disloquée de fait. Et à l'inverse, on a des guerres civiles au sens vraiment le plus fort du terme, comme par exemple la Yougoslavie en 1990. Donc ça nous faisait un angle assez large. On n'avait pas à se poser la question, est-ce que c'est une guerre civile ou pas? C'est
une certaine façon d'interroger ces situations. Donc le fait d'interroger par l'expérience, ça permettait de voir qu'en fait, en situation de guerre civile, on a une espèce de doute sur tout ce qui fait le monde ordinaire. Tout ce qui allait de soi auparavant ne va plus de soi. Donc on a fixé une espèce de grammaire avec Jérémy. Donc il y a un doute sur les gens. Votre voisin peut vous tuer. Un membre de votre famille peut vous tuer. C'est le cas par exemple du Rwanda, du génocide des Tutsis. Les voisins, c'est un génocide entre voisins, qu'Hélène Dumas a bien travaillé, qui est très particulier. Doute également sur les objets. Un égout peut être miné, un tonneau peut cacher un ennemi, enfin on se méfie de tout. Doute sur les espaces, les ponts deviennent checkpoints, une maison amie devient une maison ennemie, il faut les marquer, il faut les identifier, il faut repérer. Et puis enfin, doute sur les mots surtout. Alors la guerre civile, c'est un moment où les mots perdent leur sens. Typiquement, pendant la Saint-Barthélemy, on va parler de la religion soi-disant réformée. La commune va parler de l'ex-préfecture de police. On met des mots pour dire que ce qui auparavant était acquis, au fond, n'est plus acquis. On va désigner un roi comme un tyran ou un tyran comme un roi en fonction de votre position, et la liberté peut être utilisée pour aller à son envers. Donc ça crée une situation de doute ontologique sur le monde. Alors ce qui nous intéressait aussi avec ça, c'est que c'est une interrogation sur le fonctionnement de l'ordre social ordinaire. La guerre civile, c'est le moment où ce qui va de soi ne va plus de soi. Et le fonctionnement de l'ordre social ordinaire, c'est-à-dire en gros, quand vous vivez votre vie au quotidien, vous allez prendre le métro, etc., vous faites confiance à toute une série d'événements, d'actions, d'infrastructures qui permettent à votre vie de se dérouler normalement. Tout ça, ça explose en situation de guerre civile. Les situations de guerre civile aboutissent à des résultats qui sont extrêmement variés. On peut avoir, notamment pour les guerres civiles très longues, des situations de destruction totale de l'existant, sans aucune dynamique révolutionnaire. Si on prend le cas du Liban, entre 75 et 90, enfin ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mouvements révolutionnaires, mais au bout d'un moment, en tout cas ce que montre l'article de Aïda Kanafani, c'est qu'on a une ville qui est partagée en deux, entre un quartier musulman et un quartier chrétien, il y a des snipers. En fait, la guerre civile dure depuis tellement longtemps que tous les réflexes, tous les codes sont complètement transformés. Il y a une jeune fille qui raconte comment elle fait pour passer la frontière, elle sait à quel moment les snipers, à quel moment il faut passer, à côté de quelle voiture, etc. Donc les guerres civiles peuvent aboutir à des situations de destruction totale du vivre ensemble, de la collectivité, etc. Ou alors, au contraire, à des logiques d'ennemisation poussées à l'extrême. Un autre article du livre prend le cas de l'Ukraine dans les années 1919, donc pendant la guerre civile, la guerre révolutionnaire russe, et montre que donc, les Blancs l'emportent sur les Rouges, et pour mettre en main leur pouvoir sur l'espace, ils vont lancer une guerre à ce qu'ils appellent les judéo-bolcheviques. Donc en gros, si vous êtes juif, vous êtes bolchevique. Si vous êtes bolchevique, vous êtes juif. Donc il y a une espèce de stéréotype qui fonctionne toujours par analogie, qui aboutit à des pogroms, à des destructions, et les gens sont obligés de s'adapter par rapport à ça. Donc les guerres civiles ne se doublent pas forcément d'une dynamique révolutionnaire. Mais en revanche, ce qui est vrai aussi, c'est que les guerres civiles peuvent être des moments de créativité. Donc là, il y a plusieurs degrés. Par exemple, si on prend la guerre civile anglaise, en 1640-42, qui est à la fois une guerre où il y a le roi et le parlement qui s'opposent, et puis une opposition entre les protestants et les catholiques, ce que montre Mike Braddick, c'est qu'au fur et à mesure du conflit, il y a toute une discussion d'argumentaire, contre-argumentaire sur les mots, le mot constitution, le mot honneur, le mot devoir, se charge de significations nouvelles, et là émergent ce qui sera les racines du radicalisme anglais, alors ce qu'on appelle les nivellers. Mais en réalité, c'est un terme péjoratif qui décrit des projets d'égalité politique plus forts. Donc à l'intérieur des guerres civiles, il peut y avoir des dimensions créatrices. Mais le lien n'est pas nécessaire. C'est ça qui est important. Et après, ces déplacements-là peuvent prendre des formes diverses. Si on prend le cas de la guerre d'Espagne, à partir de 1939, en fait, après la fin de la guerre d'Espagne, on a une situation de guerre civile un peu larvée. Dans l'Aragon, les groupes résistants en fait, se trouvent dans les montagnes, et c'est les femmes qui vont faire circuler les marchandises qui leur permettent de survivre. Et en fait, les troupes nationalistes franquistes s'en moquent parce qu'ils estiment que les femmes n'ont aucune capacité d'action politique. Donc ils font pas attention. Et elles, du coup, ça deviennent des actrices extrêmement importantes de cette guerre civile qui vont se politiser petit à petit. Et ensuite, on a des dynamiques révolutionnaires de guerre civile qui vont s'enchasser. C'est le cas de la Révolution française, c'est le cas de la Commune. Mais il n'y a pas de nécessité du lien entre les deux. Alors la particularité de la guerre civile, c'est comme vous le dites très justement, il n'y a pas d'opposition entre le front et l'arrière, entre le public et le privé.
Donc il faut absolument identifier votre ennemi ou échapper à l'identification de l'ennemi. Donc ça passe par tout un travail. Donc il y a le marquage des espaces. Pendant, justement, on parlait de la guerre du Liban. On va marquer les maisons appartenant à telle ou telle communauté. Pendant la Saint-Barthélemy, les protestants vont se mettre des Christ sur le chapeau pour échapper au regard. Donc il y a toute une série de techniques, d'identification et de stratégies de survie. Parce qu'en fait, dans une situation de guerre civile, il s'agit bien de survie au sens propre. Il s'agit de se nourrir, de ne pas mourir et de s'enfuir. Donc il y a, ce que montre le livre, c'est une très grande diversité de stratégies. Les autres, ça va être par exemple l'inflation des titres pour identifier les personnes. Les cartes d'identité, les marques, les insignes. Évidemment, après, il y a tout un jeu, on met un autre insigne pour y échapper, etc. Dans le cas de la commune, alors certains curés racontent après comment ils ont survécu à la commune, évidemment, en forçant le trait. Mais ils racontent aussi comment ils arrivent à passer les remparts en se déguisant en communards. Donc, évidemment, ils ne mettent pas leur soutane, mais ils vont mettre des brassards d'ambulanciers, ils vont mimer ce qu'ils imaginent être le discours communard, souvent d'ailleurs en ne faisant pas forcément bien. Mais donc, on peut aussi jouer sur l'attitude qu'on adopte. On fait comme si on était d'un côté ou de l'autre. Donc, le livre montre en fait toutes ces stratégies d'adaptation, de survie, d'identification en situation de guerre civile. Un exemple aussi qui est assez intéressant, c'est aussi celui de la retenue. Le livre s'ouvre sur un extrait d'un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle « L'autre moitié du soleil » de Chimamanda Ngozi Adichie, qui parle de la guerre civile au Nigeria au moment de la sécession du Biafra. Et l'héroïne passe un checkpoint, et il y a une militaire qui vient la voir et qui lui dit « Qu'est-ce qu'il y a dans le sac ?» Et elle lui dit « Si j'avais une bombe, je ne le mettrais pas dans le sac. » Et là, elle comprend qu'elle fait une énorme erreur, parce qu'évidemment, c'est surtout ce qu'il ne faut pas dire, il faut jouer le jeu. Donc la personne ouvre le sac, trouve un téléphone et dit « Mais c'est pas un émetteur, ça ?» Et donc du coup, là, elle comprend qu'en fait, ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout peut être tourné, transformé, ce qui va de soi ne va pas de soi. Et donc en fait, la stratégie consiste parfois aussi à faire profil bas. Voilà, c'est cette espèce d'énorme travail. Alors nous, on a appelé ça l'explicitation. C'est-à-dire que comme tout est flou et brouillé, les gens vont essayer de comprendre à qui ils ont affaire. Il y a aussi un travail d'implicitation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la guerre civile va durer, quelle est une dynamique révolutionnaire ou pas, il y a des habitudes qui vont se prendre, et ces habitudes vont faire qu'on a moins besoin de clarifier un petit peu la situation. Et après, ça veut dire que si vous passez d'un espace à l'autre, il faut bien comprendre les règles d'un des camps, d'un de l'autre, donc il y a vraiment une grammaire, un savoir-faire qui se déploie à ce moment-là. Il y a un cas qu'on n'a pas évoqué dans le livre qui est très important et qui répond à cette question de la démocratie, c'est celui des guerres civiles de l'Antiquité. Nicole Leroux avait écrit un livre très célèbre qui s'appelle « La cité divisée ». Et donc elle raconte une guerre civile entre des oligarques et des démocrates à Athènes entre 404 et 403. Et en fait, les démocrates l'emportent et ils imposent une amnistie. C'est-à-dire, en gros, on dit, voilà, vous oubliez que vous avez perdu, et nous, on oublie qu'on est les vainqueurs, et comme ça, on arrive à recréer du lien. Donc cette situation de guerre civile, ce qu'elle appelle la stasis, la division. Donc ça, c'est ce que la cité athénienne essaye d'éviter le plus possible. Mais en fait, elle poursuit un petit peu l'analyse et elle note aussi qu'en réalité, dans la société athénienne, le rejet de la stasis est aussi quelque chose dont il faut se méfier. Parce qu'en réalité, pour fonctionner, une société démocratique, elle a besoin de division, elle a besoin de réflexivité, elle a besoin de critique, elle a besoin de débat, elle a besoin d'opposition, de mise en cause de l'ordre social, etc., etc. Donc la société athénienne, dans sa forme démocratique, ça a été un peu discuté depuis, mais ça c'est l'idée qui est intéressante, elle est fondée à la fois sur la stasis comme ciment du lien communautaire et sur le déni de la stasis. C'est la tension entre les deux en réalité qui est extrêmement importante. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait ça renvoie à certaines définitions de la démocratie. Celle de Castoriadis qui dit qu'au fond, une démocratie, c'est une auto-institution du social. C'est une société qui assume d'instituer elle-même ses propres règles. Et dans cette situation-là, il faut qu'il y ait toujours un mouvement de contestation, de travail, de mise en cause de l'ordre social. Et ça peut se faire avec ou sans institution. Parce qu'on peut très bien avoir besoin d'institutions qui servent de repères, qui donnent des moyens d'action, mais elles doivent exister tout en pouvant être soumises à une constante critique. C'est ça l'auto-institution du social. Donc on peut très bien avoir des formes démocratiques dans des démocraties libérales installées, tout comme on peut avoir des élans démocratiques dans des moments révolutionnaires comme celui de la Commune, par exemple, où là, on a une très forte capacité de discussion critique qui se met en place. Donc la guerre civile, elle est intéressante parce qu'elle permet
de montrer cette tension, en fait, entre la division et le refus de la division. Parce que si vous n'avez que de la division, tout se dissout. Et à l'inverse, s'il y a un refus de la division, c'est-à-dire si on dit bah, il faut éviter la guerre civile parce que le corps social est homogène, il y a un acte qui ne va pas non plus, parce que le corps social, de fait, il n'est pas homogène. Donc c'est dans cette tension entre les deux que les choses se jouent. Et c'est là où la réflexion sur la notion de guerre civile, elle est intéressante. Il ne faudrait pas que le rejet de la guerre civile entraîne une fossilisation des rapports de pouvoir dans une société donnée. Premier mot important, ensuite conditions de possibilité. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, l'analyse des crises politiques, des guerres civiles, des révolutions a été assez renouvelée grâce à cette notion. Parce que, en fait, la question que vous posez, c'est celle de la cause. Et en réalité, les causes, elles apparaissent toujours évidentes après coup. Si vous prenez les printemps arabes en 2011, avant on disait que c'était des sociétés cadenassées, qu'elles allaient rester fermées pendant des décennies, puis juste après on retrouvait plein de causes qui rendaient évidents ces mouvements révolutionnaires et démocratiques. Donc en sciences sociales, de plus en plus on utilise la notion de conditions de possibilité, c'est-à-dire que quelque chose est possible, et après il faut un événement ou une dynamique propre de la crise pour que quelque chose s'enclenche. Donc le décalage entre les deux est assez intéressant. Ça fait que la réponse, elle n'est pas évidente, parce que comme je vous le disais, quand on commence à qualifier quelque chose de guerre civile, c'est jamais complètement neutre. Ce qu'on peut dire, et c'est vrai, c'est qu'il y a actuellement une guerre culturelle terrible qui est mise en place, notamment aux États-Unis, mais pas seulement, où on voit ressurgir des nationalismes très durs, où on voit ressurgir des formes de racisme ouvert, un sexisme extrêmement puissant et affirmé. Le masculinisme est mis en avant très clairement, notamment par l'administration Trump, mais aussi par plein d'États autoritaires à travers le monde. Et c'est vrai qu'il y a cette atteinte sur le sens des mots que vous évoquez. On utilise la liberté pour empêcher la liberté d'expression. Là, tout à l'heure, je lisais un article où Trump s'oppose à toute une série de musées au prétexte que les politiques de diversité qu'ils mettent en œuvre mettaient en avant le racisme et l'exclusion qui étaient à l'œuvre dans l'histoire américaine, et que lui explique que l'histoire américaine n'a cessé de promouvoir la justice et l'égalité, ce qui est l'exact inverse de ce qu'il dit tout le temps. Donc on voit bien que les mots, effectivement, sont un peu abîmés, transformés, changés, etc. Est-ce que ça suffit pour dire qu'on a une situation de guerre civile? Moi, en tant qu'historien, je peux pas le dire. Tout ce que je peux dire, c'est que on a des outils grâce à ce livre pour voir comment ces formes de ce qui allait de soi ne vont plus de soi se mettent en place, pour interpréter correctement cette espèce d'atteinte au langage qui est tout sauf neutre, et une atteinte au langage qui se double de politique quand même extrêmement concrète et réelle. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est un peu difficile de dire si tout ceci va déboucher sur une guerre civile ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a par ailleurs un degré de conflictualité très important depuis une dizaine d'années, conflictualité sociale, qui est souvent assez invisibilisée. Et à l'inverse, ce qu'on voit moins, c'était quand même le sens du livre, d'un autre livre sur l'histoire globale des révolutions, c'est qu'on a quand même souvent tendance à dire que le grand moment des révolutions s'est terminé en 1990. En réalité, si on observe bien, on a eu les printemps arabes, on a eu des choses en Libye, au Soudan, au Burkina Faso, en Égypte, d'énormes mouvements au Brésil, d'énormes mouvements en Algérie, en Iran. Donc en fait, il y a aussi une vie démocratique, insurrectionnelle, contestataire extrêmement vive aujourd'hui, à un tel point que les sociologues parlent d'un nouvel âge des révolutions. C'est aussi peut-être un point qu'on désapprend à voir en étant constamment effrayé par les atteintes ultra-conservatrices qui se mettent en place sur notre vie sociale et médiatique. Ok. Waouh.
c'est un bon petit clip de propagande. Il est intéressant à plus d'un titre. Bon, il est assez inquiétant, quand même, pour dire ce qu'il est. Bon, d'une part, parce il y a l'affirmation de tout ce courant, hein, Make America Great Again. On retrouve tous les ingrédients d'un courant ultra-conservateur et avec des éléments objectifs de fascisme. Mise en avant du chef, mise en avant de la nation par-dessus tout, un appel à la guerre quand même, des valeurs très religieuses, des corps très musclés. Bon. Donc il y a vraiment un programme politique qui est exprimé assez clairement. Ce qui est intéressant mais aussi un peu inquiétant, c'est c'est bien fait. L'image est très bonne. Le jeu entre les différentes séquences est maîtrisé. La musique, alors, elle est ancienne, mais elle est très entraînante. Le boom boom augmente au bon moment, donc on voit bien que ça s'adresse aussi et surtout aux sentiments. Les sensibilités sont vraiment un des lieux importants de l'analyse en histoire et de la vie des sociétés. Là, on voit vraiment qu'on est dedans. Donc oui, on est en plein dans ce discours dont on parlait tout à l'heure, face auquel, il faut le dire, on est tous un peu démunis, parce qu'il y a une telle franchise, clarté et détournement de toute une série de codes qu'en fait, c'est un effet de sidération. Donc la question qu'on se pose, c'est à partir de quel moment va-t-il y avoir une réaction face à ça, au moins déjà du côté des États-Unis, puisque pour l'instant, il y a encore des élections à mi-mandat. Donc, est-ce que ce principe électoral va rester ou pas et s'il reste, comment il va s'exprimer? Ça, c'est quand même la première question. Mais on a quand même si le principe électoral est maintenu, ce qu'il faut vraiment souhaiter, on a quand même 2 ans avec ça. Par ailleurs, il y a quand même un enjeu de rapport de pouvoir. C'est-à-dire qu'on a affaire à des multimilliardaires qui possèdent l'essentiel des réseaux sociaux. On sait très bien que l'usage de l'intelligence artificielle a tendance à tendre en réalité les discussions sur les différents réseaux et à alimenter concrètement ce genre de propos. Donc comment faire face à ça? C'est une vraie question. Est-ce qu'il faut faire des contre-clips? Je ne sais pas. Moi, en tant que chercheur, historien, etc., mon objectif, c'est de faire ce que je vous ai présenté ici, c'est-à-dire analyser le passé et le présent, montrer sa complexité, le comprendre, se mettre en cause, en se mettant en cause, ouvrir des espaces, remettre en cause ses propres certitudes, ouvrir des espaces pour la réflexion et l'action, avec cette certitude quand même que ce mouvement-là, d'une part, il est à tout le monde, il est pas réservé qu'aux chercheurs, loin de là, d'ailleurs ça se saurait, il peut être transmis, et que c'est aussi une arme contre ce genre de... Vous voyez bien comment c'est fait, c'est plein d'images qui sont collées l'une à l'autre, sans aucune réflexivité, sans rien, comme si tout ça allait spontanément de soi, alors qu'en fait, il faut tout dénouer, voir ce qu'il y a derrière, montrer qu'en fait, il y a des intentions qui sont très précises, etc. etc. Moi, en tant qu'historien, je travaille surtout, en général, je tendance à dire que je travaille sur l'incorporation du social. Qu'est-ce qui fait que le monde social dans lequel on vit, on l'intériorise aussi fortement. Et le travail historique ou le travail en sciences sociales vise à dénaturaliser l'ordre social, à comprendre à quel point on est pris dedans et au fond, comment on peut sortir de cela et ainsi ouvrir plus de lucidité, plus d'espace pour la réflexion, plus d'espace pour l'action. Je pense que c'est à la fois rien et en même temps, c'est nécessaire en ce moment. Après, il faudra plus que ça. Il y a eu chez les Gilets jaunes une mémoire d'une part de la Révolution française plus, et puis de la Commune aussi. Le point commun, c'est que en fait, beaucoup des mouvements sociaux contemporains passent par des occupations de lieux sur lesquels ils construisent ce que vous appelleriez tout à l'heure des hétérotopies. C'est ce qui explique pourquoi là, la Commune a pu faire sens aussi fortement chez les Gilets jaunes. Enfin, ce qui est intéressant dans le cas des Gilets jaunes, parce que la Commune... Si la commune émerge, c'est parce que dans la ville, on a déjà des tissus de sociabilité, de travail et politique extrêmement importants. Dans la société actuelle, avec justement la mise en miettes du travail, la mise en miettes aussi des rapports sociaux, on a quand même eu l'impression que les Gilets jaunes ont recréé du lien là où il n'y en avait plus. Donc il y a à la fois un point
de jonction, c'est-à-dire c'est des formes d'expression démocratique par le bas, même si elles peuvent prendre des formes extrêmement diverses, etc. Et après, il y a une spécificité dans le cas des Gilets jaunes, c'est recréer du lien là où il n'y en avait plus, et avec ce lien, un sentiment de dignité, de droit à l'existence, etc., qui s'exprimait quand même très, très fortement. Donc je pense que c'est intéressant autant par les points communs que par les écarts. Après, ce que nous on a observé dans le livre sur l'histoire globale des révolutions, c'est qu'il y a une transformation dans les mouvements insurrectionnels contemporains. C'est des mouvements insurrectionnels qui n'essayent plus de prendre le pouvoir, qui vont plutôt tendance, là je reprends les analyses de David Graeber, qui est un anthropologue anarchiste, mais son analyse est assez juste, qui vont plutôt essayer d'entretenir la créativité et l'égalité collective en faisant des essais d'institutionnalisation moins coercitifs, moins assujettissants. Je crois que c'est ça, et ça on le voit dans de très nombreux mouvements sociaux. Alors, ça a un point de faiblesse, c'est que ça empêche l'institutionnalisation et l'action plus efficace. En même temps, c'est un point de force, c'est que c'est constamment démocratique, et ça évite les rapports de pouvoir hiérarchiques et verticaux. Je pense que c'est la raison pour laquelle la commune refait sens aujourd'hui dans de nombreux mouvements sociaux contemporains, y compris les Gilets jaunes. Et de ce point de vue-là, le mouvement des Gilets jaunes, même s'il est extrêmement singulier, a sa place dans ces nouvelles formes de mobilisation politique et insurrectionnelle et contestataire qu'on observe en réalité à une échelle beaucoup plus large et qui sont quand même extrêmement inventifs et intéressants et qui retissent des choses là où elles avaient disparu. Il faut quand même dire que occuper les ronds-points a une signification symbolique assez extraordinaire. Surtout que ce qu'ont montré pas mal de géographes, c'est que très souvent, ces ronds-points, ils n'étaient pas situés n'importe où. Ils n'étaient pas toujours situés près des grandes villes ou de villages, mais souvent, ils pouvaient être situés près de gros entrepôts qu'on ne voyait plus, mais qui sont quand même les lieux où s'exprime le capitalisme contemporain. Donc, il y a une signification politique, même géopolitique, sociale, humaine des Gilets jaunes alors qu'on continue à essayer de comprendre, d'analyser, parce qu'après, des formes extrêmement variées, mais qui est extrêmement forte, qui a fait sens par rapport à toute la discussion qu'on a aujourd'hui. Mais parmi les Gilets jaunes, tout le monde ne serait pas forcément d'accord avec l'hypothèse de la guerre civile. Hein. Certains voulaient juste plus de justice, d'autres voulaient des meilleurs salaires ou le droit à vivre dignement. Donc ça a pris des formes extrêmement diverses. C'est cette diversité des formes qui caractérise nombre de mouvements sociaux contemporains. Les sociologues appellent ça des mouvements sans leader. L'autre particularité des Gilets jaunes, c'est le refus d'avoir une représentation unique. Cette idée qu'au fond, c'est un mouvement démocratique qui n'a pas de tête immédiatement visible. On retrouve ça un peu sous la Commune, et on retrouve ça dans plein de mouvements sociaux, les énormes mouvements au Brésil, ce qu'on appelait aussi les mouvements solidaires. C'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion, une forme de réinvention de la démocratie comme mouvement par le bas, à l'échelle du territoire, construisant des zones alternatives opposées aux nouvelles formes de gouvernance mondialisée ou de nouvelles formes de capitalisme qui existent hein, et qui sont intéressantes.